c'est parti, nouvel épisode de On te parle app. Merci Martin d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie, enchanté. Première question comme d'habitude, très simple, qui est Martin Ludena? Lidwena. Lidwena, Martin Ludena, dis-moi tout. Alors du coup, moi c'est Martin, j'ai 23 ans, je viens de base de Paris. Et récemment, avec deux amis, Melchior et Jean-Baptiste, il y a maintenant 3 ans, on a commencé à s'intéresser au monde des applis. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Okay. Si je te raconte un peu plus notre histoire, etc., qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie et comment j'ai rencontré ces deux gars-là, c'est qu'en fait, moi, donc, je viens de Paris, j'ai fait un lycée classique, bac S, etc. Et puis ensuite, j'ai intégré une prépa à Paris, une prépa commerce, parce que j'ai toujours été attiré par ça, par le business, par comment faire de ma vie ce que je veux vraiment. Ouais. Et donc, j'ai rejoint une prépa à Paris où j'ai rencontré Melchior et Jean-Baptiste là-bas. Donc, ça fait maintenant 6 ans qu'on se connaît. C'était assez marrant parce qu'en fait, au début, on ne se connaissait pas forcément. Et puis ensuite, on se rend compte qu'on a des choses en commun. On ne savait pas ce qu'on voulait faire de notre vie à l'époque, mais on commence à travailler ensemble, notamment avec Melchior. Donc, en groupe de travail, quoi. On fait des maths ensemble, de l'histoire, de la philo. Donc c'était assez particulier comme ambiance, mais voilà, on a travaillé beaucoup ensemble, ouais. Et donc on se connaissait bien. On intègre ensuite l'EDEC, tous les deux avec Melchior, c'est une école de commerce à Lille. Okay. Et lui, Jean-Baptiste, malheureusement, redouble sa dernière année parce que il y avait eu le confinement, il n'avait pas forcément eu l'école qu'il voulait, etc. au concours. Ouais. Donc il redouble sa dernière année. Et pendant ce temps, nous, on est à l'EDEC avec Melchior. Avec Melchior, on s'inscrit à l'EDEC à un cours qui s'appelle Startup Challenge et qui est en fait un cours de 6 mois proposé aux étudiants où tu dois créer en fait un projet de startup. Et tu dois le créer un peu de A à Z, mais sans forcément avoir le produit final. L'idée, c'est vraiment d'avoir une idée, de la développer au maximum, travailler un business model, se renseigner auprès d'experts, d'avocats, etc. sur comment créer en fait une entreprise. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Melchior. Et au bout d'1 an de Startup Challenge, donc on avait une idée, etc., qui s'appelle Retroc, qui est donc notre première application qu'on a sortie, qui est en fait le Tinder du troc. Ouais. Donc au lieu de faire matcher des gens, on faisait matcher des objets de seconde main et ensuite les gens les échangeaient. Et donc au bout d'1 an de réflexion autour de ce projet au Startup Challenge, Jean-Baptiste, lui, arrive à l'EDEC aussi. Donc assez drôle. Il arrive un an après. Celui qui avait redoublé. Ouais, voilà, exactement. Celui qui avait redoublé. Donc il arrive 1 an après. Et puis là, on l'appelle avec Melchior et on lui dit gars, écoute, on a une idée d'app, mais on ne sait pas comment la coder. On sait que toi, tu ne sais pas coder des applis, mais que tu as toujours aimé un peu l'informatique. Okay. Et que tu es curieux. Et on lui dit, est-ce que tu es chaud? Tu nous rejoins, on s'associe. Un tiers chacun sur l'idée. On devient associé à part entière, quoi. Est-ce que tu es chaud? Tu apprends à coder l'app et on la sort. Okay. Et là, donc, tu vois, on n'avait pas beaucoup d'espoir non plus. Et là, il dit, ouais, les gars, je suis chaud. Et donc là, EDEC, normalement, qui est plutôt une école où tu t'amuses beaucoup, tu vois, où tu apprends un petit peu aussi à te libérer en quelque sorte après la prépa, quoi. Ouais. Et là, lui se dit, je vais faire les deux. Et donc, je vais faire la fête la nuit et la journée, je vais apprendre à coder une app. Et voilà. Ok. Petit truc, tu dis vous êtes associés, c'est-à-dire vous avez créé une boîte directe ou c'est associé, on partage les trucs? Non, au début, on a juste fait en mode sur un papier. On s'est dit à l'oral, on se rejoint. J'ai eu peur, non, pas direct. Okay, mais donc on s'est juste dit, ok, on est dans ce délire-là. Ouais. Venez, on le fait pour se marrer. Mais il faut vraiment comprendre que nous, au début, on faisait aussi des stages en parallèle, tu vois, en école de commerce. Il y a tout ça. Ouais. Et on faisait ça vraiment comme un side project, un projet un peu délire. Et au fur et à mesure, justement, qu'on faisait des stages, on s'est rendu compte que les grandes boîtes, déjà, ça ne nous intéressait pas. Ouais. Parce qu'on n'aimait pas l'ambiance, on n'aimait pas ce qu'on y apprenait. Et aussi, on n'avait pas envie de ne pas être créatif et de ne pas choisir exactement ce qu'on fait dans notre vie. Donc on n'a pas trop aimé ce parcours-là. Okay. Et puis ensuite, moi, j'ai aussi fait un stage de 1 an dans le Web3, dans une start-up, où j'ai beaucoup appris aussi sur l'entrepreneuriat. Et donc, la journée, je faisais ça, et le soir, je rentrais chez moi et je bossais sur Retroc. Okay. Donc ça, c'était un peu les prémices, c'était il y a 3 ans, vraiment, les prémices de la création de notre studio d'application, quoi. Okay. Et comment ça se passe quand tu lances un truc comme ça? Vous êtes 3, il y en a un qui dit je vais apprendre le code, les autres font quoi? Ouais. Qui c'est qui fait le design? Comment ça se gère derrière? Parce qu'en attendant, souvent, cette phase-là, il n'y a pas beaucoup de boulot au début, tu vois. Comment ça se passe? Comment vous avez fait ça? Ouais. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, donc c'est marrant en nous disant
Il y a une appli, c'est JB, donc Jean-Baptiste, le CTO et le codeur qui doit tout faire. Déjà, c'est sûr qu'il travaille plus que nous. Il faut remettre les choses dans son contexte. Forcément, lui, il a appris à coder et en plus, il a codé l'app. Donc, c'est vraiment bouffé des dizaines d'heures par semaine, voire des centaines. Et donc, nous, pendant ce temps, on s'est réparti les autres tâches. Donc, d'abord, en gros, l'idée, vraiment la travailler et pousser le concept là où on voulait l'amener. Et ça, on a eu le temps pendant le Startup Challenge, justement, de le faire avec Melchior à 2. Donc, on avait vraiment pas mal travaillé sur ça. Ensuite, il y a toute la création du produit. Parce que JB, lui, fait pas du tout de design et pas du tout de création de produit. Et donc là, on avait à la base recruté quelqu'un pour nous aider. Mais on s'est rendu compte que c'était pas vraiment la DA qu'on aimait. Quand tu dis recruter, ça veut dire quoi, recruter on a pris quelqu'un en freelance, une amie qui faisait un petit peu du UX, donc de design d'application, création des maquettes, etc. Mais on a commencé, au bout d'un moment, on s'est dit on n'a pas assez de moyens, donc on va pas pouvoir la payer assez pour qu'elle fasse un travail de qualité. Les premières maquettes qu'elle avait fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était pas forcément la DA qu'on voulait donner à l'app. Et du coup, moi, j'avais toujours dans ma vie aimé créer, tu vois. C'est bête, mais j'avais utilisé déjà Canva dans ma vie. J'aimais bien faire des beaux PowerPoint. Enfin, tu vois, c'est des choses. T'avais une petite patte. J'avais une petite patte artistique, tu vois. De toute façon, c'est un peu inné, j'ai l'impression. Ça. Ouais, c'est ça. Alors, ça se travaille, mais il y en a quand même de bases qui l'ont ou qui l'ont pas. Ouais, en fait, c'est soit. Pour moi, ça s'apprend forcément, mais à la base, t'as quand même du goût ou pas. Enfin, c'est quand même compliqué quand t'es vraiment nul et que t'as jamais. Je dirais pas nul, mais je pense que c'est des. Ouais, t'as des attraits différents. Il y en a qui seront meilleurs. Bien meilleur en code, mais par contre qui auront moins une vision design et inversement. Tu vois, pas... Bien sûr. Non, je suis d'accord. Chacun a son rôle et c'est hyper important. Et donc moi, j'avais cette appétence-là. J'étais vraiment pas fou. Enfin, je me considérais pas du tout comme bon à l'époque. Mais je me dis, vas-y, je vais reprendre les maquettes qu'elle a fait et je vais les rebosser. Mais pour vous donner un petit exemple, je commençais sur Canva. Parce que je maîtrisais aucun autre outil. Et je sais pas pourquoi, à l'époque, j'avais pas tapé sur Internet comment designer une appli. Tu vois. Je m'étais dit... C'était en quelle année du coup? T'as quel âge là? Là, j'ai 23 et j'avais, je sais pas, c'était en deuxième année d'école de commerce, j'avais 20 ou 21 quoi. C'était il y a 2-3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, je me lance et je fais OK, les gars, vous inquiétez pas, je vais gérer le sujet et je vais faire les maquettes. Et donc là, je me mets sur Canva. Et c'est impossible quoi, de faire un bon truc sur Canva à part si... Ouais, voilà, c'est pas du tout fait pour. Et sauf que moi, je savais pas. Donc, je fais les maquettes. Et ensuite, on se dit c'est bien quoi. Et on était vraiment fiers de notre produit. On se dit c'est vraiment beau, etc. On sort en version alpha à nos potes l'application. Donc, pour que vous sachiez, c'était à peu près en mars 2000. Là, on est en 2024. En mars 2023. Donc ça date d'il n'y a pas si longtemps, tu vois. Mais on sort ça à nos potes, et là, on était ultra fiers. On l'envoie à genre 100 potes, et là, c'est vraiment le coup, le choc un peu mental, parce que tout le monde nous dit, c'est pas beau, ça va pas, les gars, c'est une app, on dirait un truc de 2008, quoi. Et là, on prend un peu un coup. Et ce qui a fait que finalement, j'ai tapé comment on fait des maquettes sur Internet, que j'ai appris Figma, et que maintenant, je me considère pas comme très bon encore, parce que forcément, ça fait qu'1 an que je fais, et que je commence à vraiment passer des heures dessus chaque jour, etc. Et donc, pouvoir réaliser les produits à hauteur de nos ambitions. Et donc, ça, c'est ce que moi, j'ai appris et ce que je fais de manière principale. Ça, plus la com. Marketing, on reparlera, je pense, de TikTok, etc. Ouais, on en reparlera après. Là, c'était juste la présentation, mais ouais, on en... Et Melchior, juste pour que tu saches aussi, qui est le troisième, comme ça, vraiment, vous comprenez un peu tout l'ensemble de comment fonctionne une app. Lui, il va vraiment gérer plus la partie réflexion déjà du business plan, du business model, faire les calculs, etc. Gérer aussi tout le côté administratif qui commence à prendre de l'ampleur aujourd'hui, vu qu'on commence à grossir. Donc, c'est beaucoup de boulot, qui gère tout le côté légal, tout ce qui est en plus de ce qu'on peut imaginer quand on lance une boîte, et aussi sur notre jeu, etc., créer les questions, vraiment créer l'intérieur du produit. Mais je pense qu'on pourra en reparler plus tard aussi après des deux produits, de notre jeu Insight, quoi. Ok, très bien. Donc voilà l'orga de base, comment on s'est créé, comment on s'est rencontrés. Donc étudiant, école de commerce, après vous êtes retrouvés. Ouais, c'est ça. Le quart doublé qui revient, qui se met à faire du code. C'est un peu très providentiel. Et en même temps, on se connaît depuis 6 ans maintenant, donc
très potes. Et je pense que c'est important aussi c'est clair, d'être amis, quoi. Très très bien. Et écoute, on est pas mal pour la presse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au quiz ignoble. Ouais, avec plaisir. Très simple, quelques questions, quelques affirmations qui viennent pas forcément de moi. J'aime bien le dire à chaque fois, c'est pas forcément de moi. Tu dis à chaque fois si tu penses que c'est ignoble, donc que c'est pas vrai, ou que c'est pas ignoble, donc que c'est vrai. Ok, super. Donc voilà. Première phrase, se lancer à plusieurs associés est une mauvaise idée. Donc, pour moi, c'est une très bonne idée. Donc, je dois dire que c'est pas ignoble. Idée, pas ignoble. Pas ignoble, c'est ça. Donc, très bonne idée. Pour moi, pas ignoble. On a entendu quand on a commencé notre boîte, par plein de gens de notre réseau, etc., notre entourage, les gars, c'est pas forcément bien. Vous allez forcément vous mettre sur la gueule, vous allez voir, il va y avoir des tensions, etc. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que l'expérience fait que dans notre team, on est ultra complémentaires. On se connaît très bien, comme je l'ai dit, parce qu'on est très potes et qu'en fait, on crée aujourd'hui une sorte de famille. Et honnêtement, je parle plus à ces gars-là que, je sais pas, à ma famille, à ma copine, etc. Donc, ça devient vraiment une famille. Donc, il faut être accroché. Et pour moi, ce que j'aimerais donner un peu comme leçon de ce que j'ai tiré, c'est qu'il faut se mettre avec les bonnes personnes. C'est facile à dire, mais il faut vraiment voir quel intérêt à chacun à apporter dans la boîte. Si je donne un exemple, Jean-Baptiste, lui, il était beaucoup plus tech que nous. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé, alors qu'il ne savait pas forcément coder. Mais on s'est dit, il nous faut un gars qui soit passionné vraiment par la tech et par même la hard tech, tu vois, pour nous aider là-dedans. Melchior, lui, il est beaucoup plus passionné sur comment on va scale, comment on va faire que la boîte grossisse, devienne importante, etc. Moi, je vais être aussi passionné par ça, mais aussi par le produit, tu vois, par les stratégies, comment on fait pour que les gens aiment vraiment ce qu'on crée. Et donc, on était ultra complémentaires. Et la force d'être plusieurs associés aussi, pour moi, c'est vraiment le mental. C'est-à-dire que y a des jours où, quand tu crées ta boîte, tu n'as pas de patron. Donc, il y a des jours où peut-être que tu n'as pas envie de travailler, peut-être que tu te sens un peu moins bien. Ça veut dire que tu te rends compte que les actions que tu as faites la semaine dernière, elles n'ont eu pas beaucoup d'impact sur tes chiffres, sur ta stratégie, etc. Et je trouve ça hyper important d'avoir des mecs qui viennent et qui te disent « Allez, on y va, on continue comme ça, t'inquiète, c'est bien », qui te rassurent ou qui te disent que c'est pas bien aussi quelquefois. Enfin bref, avoir un package complet de à la fois des qualités que chacun a et en même temps mentalement se soutenir et essayer d'avancer plus loin tous les trois. Et puis ensuite, dans la réflexion, je pense que vous êtes 5. Mais 5, ouais. 5, c'est beaucoup. 5, c'est beaucoup. 5, mais ça va, on s'entend bien, on s'est pas encore tiré dessus. Mais dans la réflexion, c'est ouf aussi parce que tu sais si ton idée elle est bonne, quoi. Parce que tu as l'avis de 2, 3, 4 autres personnes quand tu proposes un truc. C'est à double tranchant quand même, tu vois. Autant 5 c'est bien parce que 5 ou 3 ou 4, c'est bien parce que tu as plusieurs avis, mais aussi parfois tu n'arrives pas à te mettre d'accord. Donc en fait, parfois tu dis ah non, et puis si tu as 2 personnes qui disent bah non, c'est pas bien, direct tu vas dire ok, c'est pas une bonne idée alors que peut-être ça aurait été une bonne. Donc c'est pas toujours évident, mais en vrai, c'est quand même une bonne chose. Mais ça permet de prendre du recul. Moi ça j'en suis sûr et pas de foncer tête dans le guidon. Parfois par contre c'est bien. Tu vois, parfois on a voulu lancer des trucs, on était là vas-y go. Et puis il y en a un ou deux qui a dit oh bof et tout. Du coup on a pris un peu de recul et puis finalement on a pas lancé le truc. Et parfois c'est une bonne chose. Donc c'est à double tranchant. Tu parlais de celui qui fait du dev, comment il s'appelle? Celui qui fait quoi? Du dev, la tech chez vous? JB. Du coup maintenant lui il est venu faire une école de commerce tout. Maintenant il fait quoi? Il va être à fond dans la tech dans sa vie? Qu'est-ce que... Normalement, oui. Okay. Si on continue comme ça, oui. Ok, là, il est encore étudiant, là? En gros, nous, avec Melchior, donc comme on a un an de plus, comme j'ai expliqué, là, on vient de finir. Il y a quelques semaines, on a rendu notre mémoire, etc. C'est bouclé. Lui, il lui reste un an. Un an mais il fait en fait un master à l'EDEC spécialisé en data, donc son master 2, donc c'est quand même assez ingénieur. Ça parle de d'IA, de data analyse, etc. Mais lui, c'est sûr que les matières d'école de commerce ne l'intéressent pas. Je vois très bien. Même nous, c'était déjà plus compliqué de nous intéresser. Mais lui, parce qu'on est un peu des électrons libres, tu vois. Mais donc, on n'aime pas trop forcément les conventions et ce qu'on a appris de très structuré. Mais lui, il veut vraiment faire de la tech dans sa vie, quoi. Ok, très bien. Très clair. Ok. Deuxième petite phrase. TikTok est le meilleur réseau pour lancer son application en 2024. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je suis un passionné de TikTok. Donc je vais te dire que c'est pas ignoble, donc c'est vrai. TikTok, pour moi, est le meilleur outil pour percer et faire percer son appli en 2024. Comment je justifie ça? Déjà parce que personnellement, nous, on a fait 30 millions de vues, quelque chose comme ça sur TikTok, avec 0 coût. Donc ça veut dire que c'est la plateforme aujourd'hui où si tu crées du contenu que les gens aiment, si tu crées du contenu où les gens vont commenter, où les gens vont se le partager, etc.,
bah, ta vidéo va forcément prendre. Ça veut dire que pour moi, maintenant, si ton concept d'application est bonne, en fait, tu trouveras forcément un format de vidéo qui marche. Et ok, il faut peut-être s'accrocher au début quand on ne connaît pas la plateforme, quand on ne connaît pas les codes, etc. Mais c'est pas compliqué, honnêtement, de faire des vues. C'est compliqué de faire peut-être 50, 100 millions de vues, mais de faire, je sais pas, 100 000 vues sur une vidéo, ce qui peut déjà rapporter 1000, 2000 téléchargements, ce qui est beaucoup au début pour lancer une app. Bah, honnêtement, c'est pas si compliqué. Et il y a plein de manières. Si je donne un peu ma méthode, moi, comment on a fait pour générer autant de vues, honnêtement, c'est copier, quoi. Tu vas dans ton feed TikTok, tu crées ton compte pour ton appli, tu essayes d'axer ce que tu likes, ce que tu regardes sur du contenu qui parle peut-être d'applications, qui t'explique des choses, des trucs que tu as envie de poster, quoi, qui ressemblent à ta niche, et ensuite tu vas copier. Et honnêtement, nous, c'est ce qui a marché. Et sur Insight, sur lequel on reviendra, c'était notre stratégie numéro 1. On a généré 1,3 million de téléchargements en 6 mois, 7 mois, donc ce qui est vraiment beaucoup. Et avec 0 coût que du TikTok. Ok. Donc là, aujourd'hui, vous ne payez encore rien. C'est vraiment que de l'organique. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ok, intéressant. On en reviendra après sur Insight et tout. Ok, hyper intéressant. Donc TikTok, on en a sur la strat après. Ça va être intéressant pour les gens, je pense. Ouais. Mais ok. Ok, dernière petite chose. Les applications de soirée ne sont pas viables à long terme. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, du coup, peut-être pour redonner un peu de contexte, vu qu'on a beaucoup parlé de Retrock, nous, notre deuxième application qu'on a fait avec Melchior et JB, ça s'appelle Insight, et c'est justement un jeu de soirée. Et c'est Insight qui est notre gros projet principal aujourd'hui, qui est un jeu entre amis où les gens répondent à des questions et rigolent, quoi, à peu près. Donc, c'est considéré dans la catégorie jeu de soirée. On a généré 1 million de téléchargements et on a eu du mal quand même à monétiser au début, à vraiment voir comment on allait faire pour scale d'un point de vue financier et comment on allait vraiment grossir. Et en fait, on s'est pas mal posé la question. Pour moi, un jeu de soirée, c'est pas forcément viable à très long terme. Okay. Je pense que c'est le type d'application qui peut faire de l'argent, qui peut être un bon moyen de se lancer, qui ne sont pas très compliqués à développer, honnêtement, et à créer, où tu peux être hyper créatif, justement, plus sur le produit que d'un point de vue tech. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir les meilleures compétences tech pour en créer un. Mais par contre, c'est dur. C'est impossible pour moi de créer une licorne qui sera un jeu de soirée, de vivre toute sa vie de ça, quoi. Il y a peut-être quelques exemples. Nous, tu vois, on s'est beaucoup renseigné sur... je sais pas si tu connais le jeu Piccolo, je pense que tu connais. Et tu vois, on a vu, on a analysé leurs comptes, etc., qui sont publics d'ailleurs, qu'ils faisaient un truc genre 7 millions par an, 7-8 millions par an. C'est costaud, Donc c'est costaud. C'est les leaders, mais voilà, c'est les précurseurs. C'est les mecs qui vont inventer un peu le concept du jeu de soirée sur mobile. Ils sont là depuis 8 ans, 7-8 ans. Et ils ont 20 millions de téléchargements. Donc, et ça reste, comme tu dis, ça reste pas une licorne non plus. Ouais, c'est ça. C'est des chiffres énormes. Ouais. Mais c'est vrai que tu peux pas en faire une licorne, effectivement. Tu peux être viable et en vrai, ils sont 4 ou 5, je crois, dans l'équipe. Ils vivent très bien. Et moi, je le souhaite qu'on fasse ça aussi. Mais pour moi, tu te dis pas un jeu de soirée, c'est le business le plus viable que tu vas faire. C'est intéressant parce que les gens crachent souvent sur ce genre d'app, mais en fait, effectivement, comme tu dis, c'est pour se lancer et après tu bascules sur autre chose. Par contre, c'est des super écoles parce que le churn est super haut, les gens partent assez vite. C'est souvent de l'abonnement à la semaine, du coup, les gens ont tendance à partir assez vite. Donc je trouve que c'est une super école parce que tu as les trucs les plus compliqués sur une app mobile. Ça veut dire c'est dur d'avoir de la rétention, c'est dur de. C'est pas évident. C'est dur de générer aussi du lead, quoi, que les gens payent parce que en fait, il y a les gens jeunes souvent. Voilà. Donc, en fait, tu as tous les trucs complexes d'une app mobile et derrière, quand tu sors de ça, en fait, tu prends une autre app et tu peux faire beaucoup plus, quoi. Donc moi, je trouve que c'est vachement intéressant quand même. C'est une bonne école, les apps. Nous, on a vraiment tout appris grâce à cette expérience, quoi. Donc, tu m'étonnes. Ok, trop bien. Bon, voilà pour le petit quiz ignoble. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner un peu sur vos apps. Donc, on va parler un peu de Retrock. Pour redonner un peu de contexte, donc comme tu disais, c'est un peu le Tinder du troc en fait finalement. C'est exactement. Donc je sais pas, j'ai un appareil photo, un sac et puis un fauteuil à vendre, je le mets sur Retrock. D'autres personnes aussi ont des micro, trucs par exemple. Oui, un micro. D'autres personnes mettent des trucs. Si moi je swipe l'appareil photo de la personne et qu'elle swipe mon sac, hop, on troque le truc, c'est ça. C'est ça, exactement. Okay, en gros, c'est vraiment comme Tinder, mais au lieu de faire matcher des profils, on fait matcher des objets. Et dès qu'il y a un match, ça crée une conversation et tu peux troquer.
Ok. Qu'est-ce que vous avez fait de cette app-là? Donc là, pub sur TikTok, enfin, pas pub, mais en organique. Ouais. C'est quoi la strat derrière Retroc? Ouais. Donc Retroc, c'est notre première appli, c'était un peu notre bébé. On a sorti le truc, pour redonner du contexte, on connaissait vraiment rien. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais sorti d'app, on connaissait personne dans notre milieu qui avait fait des apps, donc on a fait le truc vraiment en full impro. Donc on a commencé avec notre cercle proche au début. Donc on contacte nos potes, on contacte nos familles, on fait des reels Insta un peu quali, qu'on fait partager à tout le monde, etc. Flop. Là on fait 600 téléchargements en... je sais pas, une semaine, quoi. Donc, flop qui est déjà bien, parce que je connais des apps qui font 100 téléchargements en 3 mois. Et oui, mais le truc, c'est que ça faisait un an qu'on bossait dessus. Tu vois, on a sorti le 1er mai 2023, donc il y a un peu plus d'1 an, on l'a sorti, et ça faisait 1 an et demi qu'on bossait dessus. Et on était vraiment fiers de notre produit, tu vois. Donc, je comprends. Et on se dit, ça prend pas, enfin, les gens adhèrent pas. Donc on prend du recul, on se dit, ok, en fait, c'est pas les gens de notre milieu qui utilisent cette appli. Enfin, on n'a pas des passionnés de seconde main dans notre réseau. Les gens qui ont téléchargé pour l'instant, ils le font parce que c'est nous et pas forcément parce que le concept leur plaît. Donc on se dit, ok, on va se mettre sur les réseaux un peu plus intenses. Et là, je dis aux gars, écoutez, moi, je sais que TikTok, ça marche, je le fais. Histoire marrante, au début, ils disent, non, mais attends, TikTok... c'est le réseau du chétan, c'est le pire réseau. L'image de TikTok a changé quand même. Oui, non, mais c'était à l'époque. C'était vraiment il y a 2-3 ans. Et donc ça commençait vraiment il y a 1 an et demi à shifter vers le truc où tu peux être hyper rentable. Quoi. Oui. Et donc je leur dis, faites-moi confiance et tout. Et on lance TikTok. Et pendant 1 mois, on fait pas plus de genre 1000 vues. Donc les mecs me disent, vas-y... on t'a dit, continue parce que ça peut prendre, mais tu vois que ça génère pas beaucoup de choses. Mais quand même, ça faisait, je sais pas, une dizaine de téléchargements par jour. Donc c'est rien, honnêtement, quand on regarde comme ça. Mais t'es quand même dans le truc, tu te connectes, tu vois qu'il y a des gens qui mettent des objets, etc. T'as rien payé, donc t'es toujours content. Et un jour, je fais un concept qui était de raconter notre histoire en carrousel là, de photos. D'ailleurs, pour ceux qui lancent des projets, ça marche toujours. Voilà, surtout quand on est jeune et tout et qu'on a une histoire un peu sympa. Franchement, ça a marché. C'est trop bien, ça. Et j'avais vu que vous aussi, vous le faisiez. Maintenant, tout le monde le fait. Quoi. Parfois, on en mettait un par semaine. Voilà, exactement. Et donc, on raconte notre histoire. On dit, voilà, on est 3 jeunes, on s'est rencontrés en école, on a lancé une app de rien, on connaît pas et tout. Et les gens, quand même, s'identifient. Et donc commandent, vont dire allez les gars, et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une commune hyper positive sur TikTok qui soutenait de fou. C'est-à-dire que les mecs étaient en mode, mais ils connaissaient même pas l'idée. C'est-à-dire que dans cette TikTok-là, on présentait même pas forcément l'idée, on présentait que notre parcours et notre personnalité. Et les gens adhéraient en mode les gars, je vous soutiens quoi. Et là, ça commençait à faire des vues. On sort cette première vidéo storytelling, 100 000 vues. Donc là, on devient fou. On se dit putain les gars, c'est parti et tout. On va sur l'app, on voit 2000 téléchargements, tu vois, un truc comme ça. On se dit putain, c'est incroyable, etc. Et on continue comme ça. Et sur Retroc, on a réussi à générer dans les 30-40 000 téléchargements. Un truc comme ça. En full organique, en faisant à peu près 1,5 million de vues, quelque chose comme ça. Sauf que les gens qui sont arrivés, ça buguait, quoi. C'est-à-dire que c'est notre premier projet. C'est quand même un truc un peu faramineux. Tu vois, le troc, swiper des objets, faire des matchs, créer des conves, créer des comptes. Et donc il y avait des bugs système quoi, et aussi des problèmes de scam. Ça veut dire que nous on n'avait pas de SAV, on était 3 et tu avais des gens qui envoyaient un iPhone contre soi-disant une PS5 et qui recevaient rien, tu vois. Et nous on avait, tu vois, on savait que ça pouvait être comme ça, mais on pensait pas par contre que aussi vite il y aurait des gens qui allaient se mettre sur ça et déjà commencer à faire un peu des mines d'or du scam, quoi. Donc il y a eu des arnaques sur Retroc, quoi. Ouais. T'as envoyé un truc. Ouais. Il y en a eu et justement c'est ça ça mentalement c'était dur, tu vois. Parce que tu sors ton truc au bout d'1 an et demi de travail, tu te dis c'est un projet qui se veut éco-friendly, qui se veut bon pour les gens. Cool aussi humainement, tu fais du troc, tu rencontres des gens. Si t'as pas de moyens, tu peux quand même avoir tu peux te faire des cadeaux, tu peux trouver des nouveaux objets. Et finalement, on voit que il y a des gens malsains, quoi. Et ça, bon, il y en a partout. Mais ça faisait mal de voir que c'était aussi rapide. Vinted, évidemment, tu vois, il y a je sais pas combien, 30 millions de téléchargements en France. Nous, il y avait 40 000. Et pourtant, il y a eu plusieurs arnaques, pas qu'une. Après, tu as toujours, même sur un petit pourcentage, c'est ça. Déjà mal intentionné, même sur 100 personnes. C'est ça. Toujours. Mais par contre, tu disais 30-40 000 téléchargements, alors c'est pas beaucoup, machin, etc. C'est là que TikTok est intéressant parce que 30-40 000 téléchargements il y a 10 ans, disons que tu as un coût par installation, si tu fais de la publicité de, je sais pas, 50 centimes, ça t'aurait coûté 15-20 000 balles, quoi. Donc, c'est ça. C'est quand même assez énorme sans payer d'arriver à faire ça, quoi. Non, mais
pour nous, c'était énorme. C'est-à-dire que notre objectif, c'était, les gars, si on fait plus de 10 000 téléchargements, c'est énorme. Sauf qu'on ne se rendait pas encore compte de la réalité, qui était qu'avec ce nombre de téléchargements et une appli gratuite, tu fais rien. C'est-à-dire que tu es bloqué, tu peux pas t'entourer de plus de gens dans ton équipe, tu peux rien faire. Donc voilà, on a sorti Retrock, on a fait ces téléchargements, on a eu des bugs et quelques arnaques, et on a travaillé ensuite, on s'est dit, ok les gars, nouvelle mise à jour, on bosse dessus à fond. Et on a mis beaucoup de temps à la sortir. Donc, pour que vous compreniez toute l'histoire, on a sorti l'appli le 1er mai 2023. On a fait une première mise à jour le mois d'après pour régler les premiers bugs, etc. Et ensuite, on s'est dit, en fait, le concept même de Retrock, il faut qu'on l'améliore, qu'on fasse tout pour limiter les arnaques et qu'on fasse tout pour que les gens aient plus de matchs. Parce qu'il y avait ça aussi, on n'avait pas d'algo. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a eu 10 000 objets sur Retrock. Il y a des mecs qui mettaient un Mac et ils swipaient des chaussettes. Donc il y avait c'est un peu chiant. Il y avait un problème, quoi. Mais il y avait quand même une appétence des gens. Et les gens kiffaient l'idée, quoi. Et donc on s'est dit, ok, on fait ça. Et puis vient le truc, on s'embourbe un peu dans une mise à jour qui était longue, etc. Mais dans laquelle on croyait vraiment. Et ensuite, on se dit à un moment, c'est long, etc. Et là, en fait, on habitait en coloc avec Jean-Baptiste en Norvège, parce que moi, j'étais en échange en Norvège cette année universitaire, et il m'avait suivi. Et donc, on bossait sur Retrock depuis 3-4 mois, depuis la rentrée. Donc, on était en novembre. Et là, Melchior vient passer un week-end à Oslo. Et on prend du recul, on regarde ce qui se passe, etc. dans nos stats. On voit qu'en fait, il n'y a plus personne sur Retrock, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de mise à jour et tout. On voit que ça nous rapporte zéro, que ça nous coûte un peu d'argent. Et on se dit, les gars, en septembre prochain, on veut se mettre à plein temps sur nos projets. Comment on fait ? Parce qu'en gros, là, pour l'instant, ça va pas le faire. Même si on croit que l'app est incroyable, même si c'était notre première idée, qu'on se disait que c'était du génie, etc. On prend du recul et on se dit, ok, on va faire un truc plus simple qu'on va sortir et on va voir ce que ça fait. On va essayer de faire un peu d'argent avec ça. Et donc, c'est là qu'intervient l'idée d'Insight. Ok, parfaite transition, mais avant ça, juste pour finir sur Retrock, c'était quoi l'idée de business derrière Retrock en fait ? Est-ce que vous aviez comment monétiser ça ? Vous aviez une idée ou pas ? On avait une idée, on l'avait pas mise en place direct parce qu'on s'est dit on va faire un truc hyper cool pour les gens, mais après on avait mis un système d'abonnement, on se disait freemium où en gros tu pouvais payer comme sur Tinder, des super likes, des boosts de publi, des trucs comme ça. Mais on l'a toujours pas mis en place. Mais en tout cas, c'était de l'abonnement premium. C'est ça. C'était le modèle classique. Et du ads aussi, quand tu swipais des cartes. Genre, toutes les 10 cartes, tu avais une pub, mais tu pouvais la swiper direct. Donc, c'était pas du tout engageant. Ok, très bien. On peut enchaîner sur Insight du coup. Voilà. Donc, Retrock, notre premier projet. Et je te dirai un petit peu quel est le futur aussi de Retrock pour nous après. Mais pour comprendre le cheminement, c'est important de replacer chaque chose dans son contexte. Et donc, on est en novembre. On a ces 40 000 téléchargements sur Retrock. On a plus beaucoup d'utilisateurs actifs. Et donc, on prend la décision un week-end où Melchior vient à Oslo de tout tenter. Et on se dit, OK, on lâche Retrock pendant une semaine. Et en une semaine, on sort un jeu de soirée. Et je sais pas pourquoi, on a eu cette idée un peu comme ça, quoi. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et on s'est dit, qu'est-ce qui est simple à faire ? Et qu'est-ce qu'on aime vraiment ? Et nous, dans la team, on est tous des joueurs. C'est-à-dire qu'on aime vraiment jouer. On a toujours fait beaucoup de jeux de société ensemble. Et on aime aussi sortir, quoi. On était en école de co, on faisait beaucoup ça aussi. Et on savait que les gens jouaient beaucoup à des jeux. Et donc on s'est dit, ok, c'est une bonne idée, on le fait. Et en fait, on adorait jouer à un jeu avec Melchior et JB où on se testait un peu, tu vois, sur comment on connaît l'autre, est-ce qu'on est vraiment potes, etc. Et donc on s'est dit, on va faire ce concept-là de manière digitale. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'Insight. Et donc Insight, c'est, si je fais le concept, imaginons on était 5 autour de cette table, on lance chacun l'application sur notre téléphone, il y a une question qui vise un joueur aléatoire, par exemple Kylian, et qui dit quel est le talent caché de Kylian. Et donc là, chacun va répondre, et ensuite, toi, tu vas avoir les réponses au bout de 30 secondes, ou une fois que tout le monde a répondu, et tu vas choisir pour la réponse que tu trouves la meilleure ou la plus drôle. Et en fait, chacun a son téléphone, du coup, chacun a son tel. Et ça, c'était cool aussi en termes de strats, on en reviendra plus tard, mais pour générer beaucoup de downloads. Et donc, chacun répond, ensuite, toi, tu choisis la réponse que tu trouves la meilleure. On s'est vite rendu compte que les gens ne jouaient pas du tout sérieux. Au début, on savait pas trop, tu vois, en sortant le jeu, on s'est dit, quel est le talent caché de Kylian, quel est le film préféré de Kylian. On s'est dit, peut-être que les gens vont répondre sérieux et que en fait, toi, tu vas choisir celle qui est la plus vraie.
On ne savait pas, on ne pouvait pas prévoir. Mais en fait, tout le monde répondait des trucs marrants, des private jokes, des trucs sur leur groupe d'amis. Normal, quoi. Même nous, quand on y joue entre nous, en fait, on faisait des trucs drôles. Donc, on a vite shifté d'un jeu plus de société à un jeu vraiment entre potes pour des jeunes et du pur divertissement et du pur fun, quoi. Et donc, on est passé, shifté aussi, on voyait nos stats et tout, que les gens jouaient plutôt le soir. Donc, en fait, pour revenir sur l'histoire, on a cette idée d'Insight et en une semaine, on la sort. C'est-à-dire que Melchior restait une semaine à Oslo, on se dit, bah, c'est simple, s'il ne faut pas dormir pendant une semaine, on ne dort pas et on sort l'app. Et donc là, on crée le produit en un jour, 24 heures, donc ce qui était rien, et c'est pour ça que ça ressemblait pas à grand chose au début, tu vois, mais c'était hyper fonctionnel, vraiment des cases à remplir et très simple d'utilisation, pas besoin de créer un compte et tout. Ensuite, Jean-Baptiste, lui, se tue vraiment pendant 5 jours pour coder le truc solo et que ça marche et tout. Et nous, on fait les questions. Parce que forcément, tu vois, on a mis 4 modes de jeu et on avait direct mis genre, je sais pas, 2000 questions, quoi. Donc il fallait s'acharner à écrire les questions. Et c'est pas simple, parce que faut pas que ce soit trop redondant, faut pas que ce soit trop forcé pour que ça reste drôle. Enfin, vous aussi, vous avez fait un jeu, tu vois que c'est dur d'être vraiment créatif sur ça. Et sachant que l'IA, tu vois, est nulle et pourrie là-dedans. C'est-à-dire que pour nous, nos types de questions, comme il fallait que ce soit vraiment marrant et pas gênant, quoi, on a dû tout faire à la main. Donc ça a pris du temps. Au bout de 6 jours, on sort Insight sur les stores. On n'en parle à personne. Parce que, je sais pas, on avait mis un mode un peu hot, on n'avait pas trop envie d'en parler. Tu vois, on était en mode... les gens sont habitués, non? Oui, mais on faisait Rétroc, et je sais pas, on se disait, c'est un side project, c'est pas sérieux, tu vois. Et on sort le truc en se disant, bah, en fait, on fait ça pour le fun, quoi. Et en fait, notre premier but, vraiment, avec Insight, c'était de faire 1 000 € par mois. Et on s'était dit, si on fait 1 000 € par mois, ça va nous permettre de développer plus Rétroc et de couvrir les serveurs avec ça. Ah, donc c'est vraiment quand même dans le but de garder Rétroc derrière. Ouais. Ah oui, complètement. C'était vraiment, on fait ça pendant 6 jours, on le sort et on n'y touche plus. Genre, c'était ça notre mindset, quoi. Je vois. Voilà, donc on le fait et on y arrive. Donc on est vraiment content, on le sort et on le fait tester. Et donc on le fait pas tester à nos potes au début. On le fait vraiment en mode shadow, personne ne sait que c'est nous qui avons fait ça. Et là, je lance TikTok. Comme d'hab, on avait déjà fait sur Rétroc. Et au bout de 6 vidéos, donc vraiment genre en 3 jours, 1 million de vues. 1,2 million de vues même. Et donc là, on pète un cap, tu vois. On dit, putain, c'est en train de prendre et tout. Et donc, voilà, on se connecte un matin sur notre dashboard. On voit qu'à l'heure du déj, parce que le TikTok était visé pour les étudiants, enfin pour les collégiens, lycéens, quoi, les gens qui jouaient vraiment en classe. Et donc on se disait, voilà... c'était un peu border, tu vois, mais on disait, vous jouez, vous cachez votre tel, on essayait vraiment de vous jouer en cours, quoi. En vrai, c'est un peu border, mais on savait que ça allait prendre. Et donc, ça a pris. Et donc, on se connecte le matin, on se réveille, on n'avait pas trop dormi, on se réveille genre, je sais pas, à midi. Et là, on voit sur le dashboard 1500 personnes connectées. Putain. Et on fait, putain, qu'est-ce qui se passe? On devient fou, quoi, parce que Rétroc, on n'a jamais eu ces chiffres-là. Et on fait genre, je sais pas, peut-être 100 000 téléchargements un mois. Et donc là, on se dit, c'est vraiment énorme ce qui se passe et tout. À ce moment-là, il n'y a pas de monétisation encore? Si, il y a déjà. On a fait dès le début, on a mis un mode gratuit et ensuite 3 modes payants. On avait fait ça. Cool. Et donc là, on commence déjà aussi à voir que l'argent vient. Alors que l'app était buggée, on voit que ça crachait souvent. On se prend un mail du Play Store qui nous dit, parce que c'était une partie en ligne, tu vois, donc c'est dur de faire que tout le monde se synchro et tout. On se prend un mail du Play Store qui dit, les gars, il y a trop de bugs et trop de crash dans votre app. Si vous continuez, on va devoir la down. Tu vois, on prend des pressions, etc. Et donc là, on dit, les gars, ça commence à générer de l'argent. Je sais plus du tout combien c'était au début. On se dit, ok, tant que ça fait, c'est peut-être une mine d'or, peut-être qu'on a sous-estimé le truc. En fait, on améliore. Et donc là, c'est là où le shift un peu se fait dans nos têtes, où Insight devient le projet numéro 1. Et ça, c'est aujourd'hui notre projet numéro 1. On continue comme ça, les mois passent, on bourrine vraiment TikTok, on bourrine l'ajout de modes, les mises à jour, etc. Aujourd'hui, ça a rien à voir avec ce que c'était avant. Je considère que c'est vraiment sympa en termes du UX. Là, tu vois, on travaille aussi sur une mise à jour avec un illustrateur dont je te parlais tout à l'heure, avec vraiment un univers, etc., autour de la soirée, des gens qui s'amusent et tout. Et donc, on développe ça et vraiment, on le porte dans nos cœurs, quoi. Et on se dit, c'est Insight qui va péter et tout ça. Et on voit que les téléchargements explosent. C'est-à-dire que le mois numéro 1, on fait peut-être 100 000. En 2 mois, on était déjà, je sais pas, en décembre, on était déjà peut-être à 250 000, 300 000 téléchargements. Là, on parle de décembre 2023. Ouais, c'est ça. Et toujours que de l'organique, aucune publicité. Que de l'organique. En fait, dans toute notre vie, on n'a jamais fait de pub. Ok. Donc, on parlera que d'organique. Et là, on voit le 31 décembre.
c'est là où on comprend, tu vois, l'impact que ça a. Parce qu'on voit genre 10 000 ou 12 000 personnes connectées en même temps. Le 31 décembre, c'était fou. Quand on a des apps comme ça, nous aussi, voilà. Des soirées, putain. 31, j'étais comme ça sur mon téléphone, je les ai et tout. Et donc, en fait, moi, je passais ma soirée vraiment à regarder, quoi, toutes les 2 minutes. Et c'est un truc de fou. Et c'est là où on s'appelle le lendemain, on fait les gars, enfin, il y a un truc, quoi. Les gens kiffent le jeu. Alors que le jeu, encore en décembre, vu qu'on l'avait sorti en novembre, était encore buggé et tout. Et on se dit, on voit que les gens payent. Donc c'est hyper récent, en fait. C'est vraiment hyper récent. Et donc, à partir de ce moment-là, on se dit, 2024, c'est l'année d'Insight. Et les gars, pour septembre, comme on va se mettre à plein temps, il faut que tout soit au max, quoi. On se dit, on va maximiser le potentiel de l'app. Et voilà, et ensuite, on refait des millions de vues. Et il y a un moment où on a vraiment décollé, en mars dernier, où je fais un concept que je monte sur PowerPoint, en plus, parce que je sais pas, c'était plein d'animations. J'avais vu un concept passer, mais je n'arrivais pas à le refaire, quoi. Je suis pas non plus un produit montage. Et je fais le truc en anglais et en français. On poste, parce qu'on a 2 comptes anglais et français sur TikTok. Et là, en tout, on fait 15 millions de vues sur cette vidéo. Combien en France 5 millions en France et 10 millions en anglais. En anglais, comment vous gérez? Alors ça, c'est intéressant parce qu'on nous pose souvent la question, comment on peut faire de la pub aux US et tout, ou un compte TikTok pour que ça se diffuse aux US. Comment vous avez géré pour que ça parte en anglais? Alors, les US, on n'a jamais vraiment réussi. Donc c'est pas US, c'est plutôt c'est plutôt Europe, je sais pas, très Europe pour l'instant, et un peu aussi un petit peu d'Asie, un petit peu d'US, mais on n'a jamais réussi à target. Mais en gros, pour t'expliquer, donc on crée le compte en anglais parce qu'on se dit on va pas réussir à target, on va pas faire que target la France, quoi. Et on commence à poster des vidéos et on voit que ça target pas du tout la bonne cible, quoi. On voit que on poste et ça target les Français parce qu'on postait depuis la France, etc. et qu'il y a quand même ce truc-là de localisation. Et donc là, je regarde un peu des méthodes sur Internet et je vois un truc, c'est que tu vas dans ton feed, et ça c'est intéressant pour les gens. Je sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas, nous, ça a marché. Je saurais pas l'expliquer comment parce que c'est encore hyper flou. Mais on est allé dans notre feed pour toi, et toutes les vidéos en français, on m'était pas intéressé. C'est-à-dire qu'on disait on shadowban le truc, on veut plus voir ça. Et je faisais que liker des trucs en anglais. Intéressant. Je l'ai passé. Et donc ça peut être cool. Et en fait, au fur et à mesure, on voit que les premières vidéos qu'on poste, tu vois, on faisait la même. On reprenait nos concepts en français en les traduisant et que des carousels au début, jusqu'à que ça target la bonne cible. Et ensuite, on se dit, on va faire des trucs mieux, un peu plus catchy. Et donc, on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a, je sais pas, plus que 50% de Français et 50% qui sont autres, qui sont des gars de toute l'Europe, quoi, des Estoniens, des Roumains, des Allemands, etc. On fait, ok, c'est en train de prendre. Là, je me dis, ok, je poste la même vidéo donc sur le compte français et le compte anglais, là dont je te parlais, le fameux PowerPoint animé, qui explique les règles de Insight. Et là, ça s'emballe. Sur le compte français, ça s'emballe d'un coup. Et sur le compte anglais, tu vois, on fait, 100 000 vues en 24 heures. Donc c'est déjà bien. En anglais, on se dit c'est nice. Et ensuite, ça commence à prendre vraiment parce que ça commence à target les bonnes cibles. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'on n'a jamais réussi à faire une vidéo qui target que les US. Et on cherche encore le secret. S'il y a des gens qui connaissent et tout. Alors, moi, j'ai vu YouTube et tout. Apparemment, il faut une carte SIM, du coup, carte SIM US. Il faut recréer un compte vraiment où tu crées avec ta carte SIM. Donc, tu mets ta carte SIM, tu te mets en mode US. VPN, c'est un bonus, c'est obligatoire, mais c'est bien quand même. Ça marche pas trop, j'ai l'impression. Mais que le VPN, ça marche pas. Avec carte SIM plus VPN, plus tu crées ton compte, nous ça a marché. Alors, on a réussi à vraiment avoir le feed US et tout complètement. On n'a pas réussi à faire péter vidéo aux US. On n'a pas mis de gros efforts non plus. Donc, ça n'a pas pété aux US. Mais par contre, on a vraiment le feed US et ça avait l'air de diffuser aux bonnes personnes. Et carte SIM US, si tu recrées un compte, vous l'avez acheté comment? Tu peux l'acheter sur Amazon ou sur des trucs genre Olafly. Tu as des eSIM aussi. Tu as plein de façons de faire. Mais voilà, ça fonctionne pour targeter en tout cas les US. Après, on n'a rien fait exploser. Je ne vais pas dire qu'on a fait exploser quoi que ce soit. Mais pour targeter ça, on a réussi comme ça. Bonne méthode. Merci pour la méthode. Voilà, nous on a juste réussi à faire une vidéo qui pétait en anglais et qui targetait pas que la France et la Belgique, quoi. Mais on n'a jamais réussi à target un pays. Donc c'est cool aussi d'avoir cette méthode. Et donc on fait 15 millions de vues avec cette vidéo en France et à l'étranger. Et là, c'est vraiment parti en vrille. Les jours qui ont suivi, quoi, pendant 3-4 jours. On a fait au mois de mars 450 000 téléchargements, un mois, un truc comme ça. Et on a vu qu'on était genre top 1 jeux de société dans peut-être 30 pays, top 10 dans 100 pays. On a regardé la carte du monde, il y avait tout, quoi. C'est-à-dire que le monde entier, il y avait des gens, c'était pas le monde entier connaissait Insight, mais il y avait des gens dans chaque pays qui téléchargeaient.
Vraiment. Intéressant, pour revenir là-dessus, votre rap est traduite en quelle langue actuellement Alors à la base, elle a été traduite qu'en France. Quand on a sorti le compte en anglais, on avait traduit en français, anglais, German, enfin allemand et espagnol. Donc on avait 4 langues et maintenant on est à 18 langues. Parce que vu qu'on a vu que ça prenait, on a fait. Et en fait, Jean-Baptiste a créé un petit algo en utilisant DeepL pour développeurs. Enfin, je pense que tu connais mieux que moi. Et en gros, il a fait un petit algo qui fait que maintenant, ça nous prend 1 minute pour ajouter une langue. Donc ça lui a pris un peu de temps à créer, mais c'est hyper cool aujourd'hui parce que les gens sont très contents, surtout pour des pays, par exemple, on a remarqué comme la Roumanie, comme l'Italie, comme, je sais pas, des pays d'Europe qui sont quand même, qui ont moins d'argent, donc qui sont moins target par les big applis. Ils sont ultra fiers d'avoir l'appli dans leur langue. Et surtout pour un jeu comme ça, parce qu'ils en ont pas beaucoup. C'est des potes qui... on parlait à des gens qui habitaient là-bas, etc. Enfin bref, de fil en aiguille, on a eu ces retours-là. Et donc, on a vu que c'était une bonne stratégie. C'est pour ça qu'on a traduit dans autant de langues, parce qu'on a aussi envie de rendre fiers les gens qui jouent et qu'un jeu de soirée qui est censé être drôle, l'humour, en fait, c'est impossible d'en faire quand c'est pas ta langue natale. Trop bien, très intéressant. Si on parle de chiffres, après, là, vous êtes à combien, par exemple, en téléchargement, en revenus, si tu peux en parler vous en êtes tout à peu près En gros, on est à aujourd'hui 1,3 million de téléchargements. Ok, trop bien. Et les revenus, je ne peux pas te donner de manière précise, mais une fourchette, en gros, on est entre... on est dans quelques milliers, quoi. Plutôt vers les 10 000, quoi, en fourchette. Mais c'est vraiment pas assez, tu vois, pour aujourd'hui. Mais là, on est en train de grimper. C'est-à-dire qu'on est en train de monter aujourd'hui, tu vois, dans l'échelle supérieure, qui peut passer la dizaine de milliers d'euros, justement. Trop bien. Et vous avez des frais après en termes de serveurs, ça se passe comment justement. Si on parle très concrètement, en fait, déjà, nous, on ne se paye pas. Les trois co-founders. On a aujourd'hui dans l'équipe donc un illustrateur qu'on paye à plein temps à partir du septembre. On a dans CDI non, freelance aussi. Mais freelance plein temps, quoi. On a 2 autres gars. Donc l'illustrateur s'appelle Raphaël, que je salue. On a aussi Armand et Stéphane, à qui je dis bonjour aussi, qui sont eux 2 développeurs brillants vraiment, et je tiens à le dire, qui sont des 2003, donc qui ont 20 ans, et qui aujourd'hui travaillent avec nous en plus de leurs études. Et s'enchaînent des heures, quoi, le soir en rentrant des cours, quand ils ont du temps, et qui eux bossent sur un autre projet dont je parlerai pas trop aujourd'hui, une prochaine fois, voilà, qui arrive peut-être à la rentrée. Comment ? Ça sort quand ? Sûrement à la rentrée, un truc comme ça. Très bien. Donc, on se reverra voilà. Et qui est un projet plus ambitieux, quoi. Mais donc on est aujourd'hui une équipe de 6 personnes, on paye 3 personnes. Donc forcément ça représente des coûts, même si ils savent qu'on est une start-up, qu'on les paye vraiment autant de nos moyens, et on a envie aujourd'hui de les récompenser dans leur travail. Donc on les paye pas comme à 500 € la journée comme des développeurs normaux, mais on essaie de donner vraiment notre max pour la qualité du travail qu'ils font. Donc voilà, on a ces coûts-là qui représentent peut-être, je sais pas, dans les peut-être 4-5 000 € par mois, tout compris, quoi, avec charges, etc. Donc c'est un coût important. Et ensuite, Insight, ça nous coûte quasi 0 en serveur. Genre c'est quelques centaines par mois, 200-300, parce que c'est un jeu où en fait on supprime la donnée toutes les 30 minutes. Donc ça c'est très concret. Et ensuite, il y a tous les charges que prennent Apple, l'App Store, que prennent Revenu 4, tu vois, les 1%, que prennent la TVA, enfin tous ces trucs-là que tu connais bien. Ça descend vite. Grosso modo, les marges dans les apps, en gros, ça va être entre 30 et 50%, je dirais. Si tu te démerdes bien, tu peux monter à 50, mais... nous, en faisant de la pub, vous êtes de l'organique, donc vous avez beaucoup plus, j'imagine. Nous, on est à quand même une bonne marge, tu vois, en marge à peu près à 70%. Ça c'est normal. En fait, quand tu fais pas de pub, tes seuls frais, ça va être App Store, donc 15 ou 30 si tu fais plus d'un million de chiffre d'affaires. Revenu 4, 1%. Et la TVA, 20% du coup. TVA, 20%. Et puis... la conversion dollar. Voilà, conversion dollar. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire Et puis, les serveurs, si tu as un peu de serveurs. Voilà, en fait, quand tu fais de l'organique, ta marge est vraiment assez grosse. Par contre, l'organique, malheureusement, c'est pas un truc que tu peux passer à l'échelle, quoi. C'est ça. Nous, on l'a eu aussi. On s'est dit, OK, ça stagne. Quand tu commences à faire de la pub, tes marges, elles tombent. C'est catastrophique. Tu passes de 50, 60, 70 parfois de marge
à peut-être 30%. Par contre, tu passes de 10 000 et tu peux passer à 100 000, 200 000, 300 000. Donc, tu perds beaucoup de marge, mais par contre, tu peux vraiment passer à l'échelle. Donc, au final, je pense que tu t'y retrouves. Mais c'est intéressant. Ouais, nous, on n'a jamais mis de ads. Donc on marge à cette hauteur-là, entre 60 et 70%. Quoi. Après, on a nos coûts internes. Ça, c'est nous qui gérons notre truc pour d'autres applis. Mais sur Insight, si on n'était que 3, en gros, on margerait à 70%. Voilà. Donc ça, c'est déjà... On est content, mais ça fait toujours un peu mal. Enfin, tu vois, quand tu vois sur le dashboard ce que tu gagnes, ça c'est le jeu, c'est toute entreprise. 70%, c'est une excellente marge pour l'entreprise. En France, je ne sais plus où est la moyenne, mais je crois que c'est autour de 50% pour toutes les entreprises comprises. Donc 70%, c'est une très bonne marge. Après, derrière, il n'y a pas de salaire, donc en fait, ce n'est pas une vraie marge, mais il faut voir. Ok, non, mais intéressant. En termes de... Là, pour finir, on a bientôt fini. Là. En termes de stack technique, tu sais un peu ce qu'ils utilisent, un peu... Vous avez quoi comme outil? Donc, tu disais Revenu 4. C'est développé en quoi l'application? L'appli, donc, c'est en React Native. Et ensuite, on utilise Firebase, Google pour le back et pour nos analyses de données, etc. Ok. Et voilà. Ok, ouais, je recommande à fond. Alors, souvent, il y en a qui crachent sur Firebase, machin. C'est pas un truc des bons développeurs, machin. Ça, c'est des conneries. Pour commencer, c'est très, très bien. Et parfois, même pour continuer, c'est très, très bien. Tu vois, nous, sur DevOps, c'est ce qui fait le plus d'argent chez les ignobles. On est sur Firebase pour le back-end et on y touche jamais. Quoi. Au bout d'un moment, parfois, tu as des apps où faut des trucs un peu plus costauds. Parfois, quand tu peux faire un truc simple, fais un truc simple et ça va très exactement. bien. En fait, nous, pour Insight, il n'y a pas mieux. Pour créer une app en 5 jours, de toute façon, tu ne peux rien faire d'autre. Et Jean-Baptiste le dira sûrement mieux que moi. Mais par exemple, pour la prochaine appli qu'on fait, qui sera un réseau social, donc quand même un peu plus complexe, là, Stéphane et Armand, justement, qui sont vraiment back-end architectes, etc., créent des structures avec un mix de plusieurs outils, etc., pour pouvoir scale rapidement et avoir beaucoup plus de daily active users. Mais il n'y a pas mieux pour faire une app rapidement, sans se prendre la tête, et une app comme un jeu. Quoi. On n'a pas besoin non plus d'avoir le plus secure ou le plus performant du monde. Quoi. Trop bien. Écoute, on arrive au bout du podcast. Dernier petit truc, c'est quoi la suite pour du coup votre studio? Comment il s'appelle le studio? Le studio, donc on vient de créer un studio qui s'appelle Tethys Lab. THETYS, qui représente une divinité grecque de la création. C'est beau. Donc, qui nous fait plaisir. C'est quoi la suite pour Tethys? Vous allez continuer Inside, vous allez faire encore de l'organique, faire de l'ad, c'est quoi la suite? Alors la suite, c'est que premièrement, là, on sort une grosse mise à jour sur Insight, normalement ce soir ou demain, donc ça tombe bien, qui va donc intégrer des illustrations, qui va intégrer des nouveaux modes de jeu et qui va se vouloir encore plus axé pour nous sur le potentiel créatif des gens à l'intérieur de l'app, donc le fait que les gens peuvent vraiment être drôles et faire rire leurs potes, et en second temps, nous rapporter aussi plus d'argent. Donc augmenter la conversion, le nombre de pourcentages qui payent et augmenter nos revenus pour la rentrée, justement, pour pouvoir se préparer. Vous avez fait quoi, ça, pour augmenter la conversion? On a donc rajouté des paywalls. Là, on commence l'A/B test de paywall. On a bien amélioré les paywalls, on améliore aussi l'onboarding, on rajoute des modes de jeu. Ça, on voit que chaque fois qu'on rajoute un mode ou des questions, ça monte. On rajoute aussi des packs par semaine, donc un nouveau pack par semaine sur un thème. Par exemple, là, on va sortir Soirée des secrets, on va sortir Hollywood classique et Summer Night. Donc on sort 3 packs là dans la prochaine mise à jour directe et ensuite un par semaine. Donc ça, on est sûr que ça va vraiment booster la conversion. Donc c'est cet objectif de cette mise à jour. Le but à terme avec Insight, c'est de devenir vraiment un leader dans le marché des jeux de soirée. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de se placer dans ce marché-là. Tu vois, on doit être dans le top peut-être 6 ou 7 en France pour l'instant. On aimerait bien faire top 3, quoi. Voire top 1 bientôt. On fait vidéo. On pense que c'est possible. Et ensuite, on a Retroc. Donc, si je reviens un petit peu dessus, que pour l'instant, on met un petit peu plus de côté. C'est dur, mais parce que c'est notre bébé, mais on se rend compte que c'est pas l'application qui va, pour l'instant, nous être utile. Et en fait, avec nos moyens actuels, on ne peut pas en tirer le potentiel dont on pense possible autour de Retroc. Donc on se dit pour l'instant, on est réaliste et Retroc ne sera jamais l'appli qu'on imagine. Donc on laisse un petit peu de côté. Mais on n'oublie pas et on reviendra dessus avec une nouvelle équipe, etc. Et ensuite, on crée cette nouvelle application, ce nouveau réseau qui s'appellera Echo. J'en dis pas plus. Mais sur Echo, on a aussi beaucoup d'ambition et de révolutionner un petit peu le marché des réseaux sociaux. Et ensuite, on veut vraiment créer un pôle jeu
dans Tétis, donc avec Insight, notre premier jeu, mais ensuite faire, pourquoi pas, avec cet univers-là, des personnages qu'on a créés, des illustrations, développer un peu à la Supercell, un réel univers, peut-être un jeu de cartes sur mobile, peut-être un jeu de cartes aussi en vrai, peut-être des jeux de stratégie. Enfin bref, on a plein d'idées, il faut qu'on se pose, et c'est important aussi tu vois, de réfléchir bien à ce qu'on veut faire et des bons choix qu'on va faire pour la rentrée. Et à la rentrée, on a nos bureaux à Paris, enfin bureaux des locaux, un petit local quoi. On réunira la team et on pourra vraiment être hyper créatif et donner vie à tous ces projets et les faire péter quoi. Trop bien. Et bah écoute, top, hâte de voir la suite, Martin. Merci beaucoup pour ce podcast. Je pense que merci à toi. pas mal de trucs, donc c'était cool. Et puis bah au plaisir, à bientôt. Ouais, super. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.